Tu te réveilles dans ton logement ultramoderne. Tu sors sur le balcon et tu admires au loin l'incroyable tempête de sable. Le mur ocre s'approche et a déjà atteint le parking où se trouve ta brillante fusée Starship. Quand la tempête se calme, tu enfiles ta combinaison spatiale, tu montes dans ton rover et tu te rends au boulot. Ton travail consiste aujourd'hui à surveiller les instruments de l'usine d'extraction d'eau douce. Le soir, ton service se termine et tu rentres chez toi. Le robot de cuisine a déjà préparé le dîner. Des frites à base de pommes de terre qui poussent ici même, sur Mars. Ce scénario pourrait se réaliser dès 2050, et même plus tôt. Elon Musk prévoit d'envoyer 1 million de personnes sur Mars d'ici là. C'est très ambitieux et incroyablement difficile à réaliser. Voler vers Mars est très coûteux et très long, et se déroule en plusieurs étapes. Dirigeons-nous vers la rampe de lancement où le premier vaisseau est en train d'être préparé pour le décollage. La fusée se compose de 2 parties. La première est le propulseur super lourd. Il aidera le vaisseau à surmonter la gravité de la Terre et à quitter notre planète. Il doit amener le vaisseau en orbite, puis se désamarrer et atterrir sur la Terre. À ce moment-là, le vaisseau doit rester en orbite, ayant consommé presque tout son carburant au décollage. L'étape suivante consiste à ravitailler le vaisseau en orbite. Le propulseur décolle à nouveau de la plateforme de lancement et transporte le carburant pour le vaisseau spatial principal. Le vaisseau est encore vide car il ne faut pas dépenser trop de carburant pour le sortir de l'orbite. C'est donc au tour d'une autre fusée d'appoint de transporter un autre chargement pour le Starship. La nourriture, les matériaux de construction et le matériel de recherche sont empilés dans la soute. Enfin prêt, notre vaisseau spatial entame son long périple vers Mars. Pour le moment, seul un vaisseau est prévu pour être lancé. Mais il ne peut contenir que 100 personnes, alors qu'il est prévu d'en envoyer 1 million. C'est presque la moitié de la population de Paris intramuros. Cela signifie que nous aurons besoin d'au moins 10 000 vaisseaux pour toute la mission. Et d'encore plus de fusées d'appoint pour faire le plein et envoyer des cargos en orbite. Si l'on considère qu'un vaisseau coûte environ 8 milliards de dollars, cette mission coûterait une sacrée jolie somme. La clé pour résoudre ce problème est la réutilisation de ces vaisseaux. Une fois que le vaisseau a livré ses passagers sur Mars, il doit être ravitaillé en carburant et renvoyé sur Terre pour le prochain chargement. Une sorte de bus spatial en somme. Un autre problème est le temps. Les orbites de la Terre et de Mars ne sont pas parfaitement circulaires. Elles sont de longueurs différentes et font des rotations autour du Soleil à des vitesses différentes. Lorsque la Terre et Mars sont les plus éloignées l'une de l'autre, la distance entre elles est d'environ 400 millions de kilomètres. Et la distance la plus courte, lorsque la Terre est parfaitement entre le Soleil et Mars, est de 55 millions de kilomètres. C'est notre objectif. La Terre et Mars se rencontrent à cette distance une fois tous les 26 mois. Et c'est donc le moment idéal pour lancer une fusée afin de réduire au maximum la durée du vol, entre 6 et 8 mois. Si le premier vol est prévu pour 2025 et que nous envisageons de terminer la mission en 2050, nous n'aurions que 12 fenêtres de vol de ce type. Nous devrions donc lancer au moins 833 vaisseaux dans chaque fenêtre. Ensuite, il y a l'apesanteur. Lors d'un voyage vers Mars, les gens passeront plus de temps en apesanteur que les astronautes passent actuellement sur la Station spatiale internationale. Sans gravité, leurs muscles s'affaiblissent. Même la distance entre leurs vertèbres augmente légèrement. Ainsi, pendant les missions, les astronautes grandissent un peu. Tout au long du voyage, l'équipe devra s'entraîner constamment dans le gymnase pour être prête pour le dur labeur de l'arrivée sur Mars. En plus des vaisseaux avec des passagers à bord, il faudra aussi des vaisseaux de fret. Lorsque les gens arriveront sur Mars, ils devront construire une ville entière à partir de rien. Matériaux de construction, outils, machines, la masse de cargaison qu'un Starship peut emporter à bord est d'environ 75 tonnes. Cela équivaut à environ 30 véhicules de type SUV. Nous aurons donc besoin de beaucoup plus de vaisseaux pour obtenir tout ce dont nous avons besoin, et cela double le coût de toute la mission. Mais il y a un moyen moins cher de se rendre sur Mars, une station passerelle sur la Lune. C'est un peu comme l'ISS, mais en orbite autour de notre satellite naturel. Elle aura aussi de nombreux modules pour les astronautes, des plateformes d'habitation, de stockage, des quais pour les vaisseaux et des unités de recherche. Le fait est qu'il est beaucoup plus facile pour un vaisseau spatial de se lancer depuis une telle station, car il n'y a pas de gravité. Et puis le vaisseau n'a pas besoin d'utiliser une quantité incroyable de carburant pour quitter l'atmosphère terrestre. Il a fallu environ 150 milliards de dollars pour construire l'ISS. Et la construction de la passerelle pourrait être encore plus coûteuse, mais cela devrait nous permettre d'économiser de l'argent à l'avenir.
Le petit vaisseau spatial Orion transportera les astronautes de la surface de la Lune à la station. Ensuite, après une préparation, les astronautes feront un long voyage vers Mars. Maintenant, avançons un peu dans le temps. Les premiers vaisseaux ont livré leur chargement à la surface de la planète rouge. Les parasols et les chaises longues devront attendre car il est temps de construire la ville et de préparer l'arrivée du prochain groupe de passagers. La priorité numéro 1 est l'énergie. Pour cela, nous pouvons utiliser des panneaux solaires comme sur Terre ou des centrales nucléaires. L'étape suivante consiste à construire des maisons. En raison de l'absence d'atmosphère sur Mars, rien ne nous protégera des radiations du Soleil. Une bonne option est donc de construire des maisons sous terre. Maintenant, il faut s'occuper de l'extraction de l'eau. Il y a des calottes glaciaires au pôle de Mars. On peut donc y puiser de l'eau. Ensuite, l'oxygène. Les plantes peuvent nous y aider. Il y a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'air de Mars, qui sert en quelque sorte de nourriture aux plantes vertes. Et elles vont en échange libérer de l'oxygène. Tout ce que nous avons à faire, c'est de collecter cet oxygène et de l'utiliser pour respirer. Tôt ou tard, la nourriture que nous apporterons avec nous s'épuisera. Nous devrons donc faire pousser de la nourriture directement sur Mars. Cela nécessite des engrais et des serres. Maintenant que tout le reste est réglé, la tâche principale est de produire du carburant. Nous en avons besoin pour les véhicules et pour que les fusées puissent rentrer sur Terre. Le carburant peut être extrait du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et de l'eau. Tout cela va devoir se faire dans des conditions totalement inconnues. La gravité sur Mars est 3 fois plus faible que sur Terre. Tu peux sauter plus haut et soulever des objets plus lourds. Mais une exposition prolongée à une gravité aussi faible peut aussi nuire à ton corps. Maintenant qu'il y a une ville entière à la surface de la planète, il est temps de transformer Mars en quelque chose de plus confortable, ressemblant à la Terre. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Nous devons augmenter la pression dans l'atmosphère afin que l'eau puisse y exister non seulement sous forme de vapeur ou de glace, mais aussi sous forme liquide. Nous devons également augmenter la température à la surface. Notre objectif est une moyenne de 20 degrés Celsius. En ce moment, on est plutôt autour de moins 63 degrés Celsius. Il nous faut aussi une couche d'ozone, comme sur la Terre. Elle doit nous protéger du rayonnement solaire. Enfin, nous pouvons commencer à créer la biosphère. C'est l'ensemble des organismes vivants, des plantes et des animaux. Petit à petit, Mars commencera à ressembler à la Terre dans ses meilleures années. Pour tout cela, les scientifiques ont trouvé de nombreuses solutions. Par exemple, un grand astéroïde pourrait être largué à la surface de Mars. Cela réchaufferait l'atmosphère et y apporterait plus d'eau et de gaz. La planète pourrait aussi être peuplée de différentes bactéries. Dans les laboratoires sur Terre, les scientifiques ont simulé les conditions à la surface de Mars et ont réalisé que de nombreuses bactéries peuvent y survivre. Tant qu'elles vivent, elles peuvent libérer de l'oxygène et d'autres gaz dans l'air. De plus, nous pourrons construire des biodômes. Il s'agit d'une sorte de serre avec des conditions favorables. La vie s'y développera et le sol de Mars deviendra progressivement propice à la vie. L'une des solutions les plus simples est l'effet de serre. Sur Terre, il contribue au réchauffement de la planète. Mais sur Mars, les émissions de gaz des voitures et des usines peuvent contribuer à créer une atmosphère. De façon optimiste, il pourrait falloir 300 à 1000 ans pour changer la face de la planète rouge. D'autres scientifiques affirment que cela prendra des millions d'années. Ce n'est qu'alors que les humains pourront enfin enlever leur combinaison spatiale et leur masque à oxygène et se sentir sur Mars comme chez eux. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. À part leur forme bizarre, elles n'ont rien de remarquable. Sauf une chose. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange à la surface de Phobos. Et ils n'ont toujours pas trouvé d'explication. Quel est ce phénomène? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de notre système solaire? Découvrons-le ensemble. L'astronome américain Asaph Hall a découvert Phobos et Deimos en 1877. Sais-tu que toutes les planètes de notre système solaire portent le nom de divinités grecques et romaines? Par exemple, Mars, ou Arès, est la célèbre divinité de la guerre. C'est pourquoi les satellites naturels de cette planète rouge ont été nommés d'après les fils d'Arès, Phobos et Deimos. Ces jolis noms cachent en réalité des significations effrayantes. Peur et horreur.
En 1971, le télescope Mariner 9 de la NASA a pris ses premières photos. C'est comme ça qu'on a découvert que ces corps spatiaux ne ressemblaient pas du tout à notre Lune. Ils ont cette forme bizarre, ainsi qu'une orbite étrange et instable. De plus, il n'y a pas d'autres lunes dans le système solaire qui se déplacent aussi près de leur planète mère que ces deux-là. Mais même s'ils sont très proches de Mars, si tu tenais à la surface de la planète rouge, tu pourrais à peine les voir. C'est parce que la courbure de Mars cache Phobos et Deimos de la vue. Même si tu te trouvais quelque part sur l'équateur, Phobos ressemblerait à un simple astéroïde, et Deimos à une étoile. Tout cela parce que ces satellites ne sont que des miettes par rapport à notre Lune. Ce sont les lunes les plus petites et les moins brillantes de tout le système solaire. Ce qui est ironique, vu leur nom terrifiant. Bref, il semble que tout devrait être assez clair avec ces deux satellites. Mais non, il y a un hic. Les scientifiques reconstituent l'histoire de l'espace en se basant sur les traces trouvées sur différents objets spatiaux. Des bosses, des rayures, des fissures, toutes ces choses peuvent nous dire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Pendant longtemps, les scientifiques étaient sûrs que, tout comme les dieux grecs dont ils tirent leur nom, Phobos et Deimos étaient des jumeaux. Mais ensuite, l'orbiteur viking de la NASA a pris de nouvelles photos des satellites. Et c'est alors qu'ils ont découvert une différence significative entre les deux. La surface entière de Phobos est couverte d'énormes rainures. Il s'agit d'une série de longues et profondes fosses s'étendant d'une extrémité à l'autre de Phobos. Ok, et alors ? Tous les objets spatiaux présentent ce genre de choses à leur surface, n'est-ce pas ? Certes, il y a d'autres satellites avec des rainures et des éraflures similaires, mais aucun n'en a autant que Phobos. Ce dernier est complètement couvert de rainures, et elles sont énormes, jusqu'à 19 km de long et 200 mètres de large. Et ce n'est pas tout. Certaines de ces rainures se croisent avec d'autres. Cela signifie que Phobos a vécu non pas un, mais plusieurs événements traumatisants. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ? Les scientifiques n'en sont pas encore tout à fait sûrs. Mais ils ont quelques idées. Et ces théories peuvent nous renseigner non seulement sur le passé de Phobos, mais aussi nous aider à prédire son avenir. Théorie numéro 1. Impact d'astéroïdes. Le premier suspect est assez évident. Il y a un grand cratère de près de 10 km de large sur Phobos. Il a été baptisé Angeline Stickney, d'après la femme d'Asaph Hall, le scientifique qui a découvert les satellites. Et la première théorie stipule qu'un corps astronomique s'est écrasé sur Phobos. L'impact a été si fort qu'il a laissé ce grand cratère. Et l'impact de la collision a laissé un tas de rainures partout sur Phobos. Cela semble logique au premier abord, mais les scientifiques ont remarqué une faille dans cette théorie. Ils ont découvert que ces rainures se sont en fait formées non pas à l'intérieur du cratère, mais à proximité de celui-ci. Ce n'est donc pas une collision qui les a créées. De plus, qu'en est-il de ces rainures qui se croisent avec d'autres ? S'agit-il simplement d'une grande coïncidence cosmique ? Les recherches se poursuivent. Théorie numéro 2. C'est à cause des débris spatiaux. Il y a bien une différence entre ces deux théories. Dans ce cas, les rainures ne sont pas une conséquence directe de la collision. Cela se passe plutôt de la façon suivante. Quelque chose s'est écrasé sur Phobos. L'impact a provoqué la projection d'un tas de roches dans l'espace. Certains d'entre eux ont été perdus dans l'univers pour toujours, mais d'autres étaient suffisamment petits pour retomber sur Phobos. En passant à côté de la Lune à un angle prononcé, ils ont pu s'y écraser, rebondir et ainsi de suite. Et comme la gravité de Phobos est très faible, peut-être qu'ils n'ont pas pu s'y coller. En d'autres termes, ces roches ont été continuellement tirées vers le satellite et repoussées de celui-ci pendant de très nombreuses années. Cette théorie explique les rainures qui se croisent. Les roches tombaient constamment à ces endroits. Cela semble assez plausible, mais il y a un autre problème. On ne voit pas de rochers sur Mars ou à la surface de ces lunes. Or, tous ces débris étaient censés être piégés par la gravité et rester quelque part dans l'orbite de la planète, ou tout simplement devenir une partie de Phobos. En d'autres termes, si cette théorie est vraie, on en aurait trouvé des preuves sous des couches de poussière. Mais cela ne s'est pas produit. Cette explication n'a donc plus satisfait les astronomes. Ils ont donc continué à chercher le coupable. Peut-être que les rainures n'ont rien à voir du tout avec le cratère Stickney. Peut-être que le vrai coupable est quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus puissant.
Pourrait-il s'agir de Mars elle-même? Théorie numéro 3. Mars est méchante. Les théories précédentes impliquent que Phobos et Deimos étaient à l'origine des fragments de Mars. Comme s'ils s'étaient détachés d'elle et étaient devenus des satellites. Tout comme notre Lune. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Les observations réalisées par le Mars Global Surveyor de la NASA montrent que Phobos et Deimos sont composés d'éléments que l'on trouve principalement dans les météorites et les astéroïdes. Alors Phobos et Deimos sont peut-être des astéroïdes? Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Vu la taille, la forme et la composition de Phobos et Deimos, les scientifiques ont suggéré qu'il fut un temps où ils appartenaient à cette ceinture. Puis, un jour, ils se sont envolés. Et la gravité les a attirés vers Mars. Ce phénomène est appelé capture d'astéroïdes. C'est toutefois difficile à croire. Certes, la capture d'astéroïdes n'est pas rare. Mais ces deux-là volent à côté de Mars depuis des milliards d'années. Il est étrange que leur orbite soit restée les mêmes. De plus, l'atmosphère de Mars est très raréfiée. Et à cause de cela, elle pourrait difficilement capturer des astéroïdes. En théorie, ils auraient dû se séparer de Mars à la première occasion. Or, cela ne s'est pas produit. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, ils sont restés coincés. Et Mars a immédiatement commencé à les détruire. Dans cette version, Mars s'avère être très méchante. En étudiant le passé, on a trouvé des preuves de crimes futurs. Les mystérieuses rainures de Phobos pourraient être causées par les forces de marée entre Mars et Phobos. La Lune et la Terre en échangent aussi, se déformant légèrement l'une l'autre. Mais comme Phobos est beaucoup plus proche de Mars, l'impact des forces gravitationnelles y est beaucoup plus fort. En d'autres termes, la gravité de Mars détruit progressivement Phobos. Tous les 100 ans, le satellite se rapproche de Mars de 1,8 cm. Il rétrécit aussi jusqu'à 2 mètres, devenant encore plus fragile et plus faible. Plus il devient petit, plus les forces de marée l'impactent, créant d'étranges rainures et rayures supplémentaires. Dans 30 à 50 millions d'années, Phobos entrera en collision avec Mars, où se désintégrera et se transformera en un tas de petits rochers. Et alors, Mars aura aussi des anneaux, comme Saturne et Neptune. C'est pourquoi Phobos est aussi appelée la lune martienne condamnée. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des théories. Mais l'histoire dramatique de Phobos nous donne une idée de la dynamique des objets extraterrestres. Plus on en apprend sur eux, plus on découvre les secrets de l'origine non seulement de Mars, mais aussi d'autres objets de notre système solaire. Et si un jour on en venait à vraiment coloniser Mars, l'étude de ces lunes pourrait nous être d'une grande aide. Espérons que la prochaine mission MMX révélera certains des secrets les plus passionnants que cachent les lunes de Mars.